Salut! Aujourd'hui, on va essayer de réduire nos déchets dans la cuisine. Bienvenue dans notre caravane. Aujourd'hui, on vous accueille dans notre food truck. On va vous montrer tout ce qu'on a mis en place pour limiter nos déchets dans la cuisine. En règle générale, dans notre cuisine, on a tous une poubelle qui se remplit très très vite et une fois qu'on la jette, on n'y pense plus, ce qui est normal. Et pourtant, c'est pas parce qu'elle disparaît de notre champ de vision qu'elle disparaît de la planète, en sachant que par an, un Français moyen jette à peu près 350 kg d'ordures ménagères, donc c'est pas rien. Et aujourd'hui, ça a créé de très gros problèmes d'un point de vue de l'environnement. Et c'est pour ça qu'avec Cyril, on a, au fur et à mesure des années, mis en place des petits changements pour jeter moins de choses, tout simplement. Quand on change notre façon de consommer, au final, on finit par avoir beaucoup moins de déchets. C'est pas seulement acheter des bocaux ou encore acheter du riz en vrac, tout ça il fait partie, mais c'est aussi prendre conscience qu'il faut cuisiner un petit peu plus et faire attention aux produits qu'on achète. Du coup, dans la cuisine, quand on regarde un petit peu nos déchets, on se rend compte qu'il y a différents types de choses qu'on jette. Il y a notamment le déchet à usage unique, en fait le produit à usage unique qui est utilisé, enfin qu'on achète, qui demande beaucoup d'énergie à créer d'ailleurs. Nous, on va l'utiliser une seule fois, on le met à la poubelle et ça va demander beaucoup d'énergie également pour le recycler ou pour le détruire tout simplement. Donc la première chose, nous, qu'on a essayé de réduire, pas en totalité, pas pour l'instant en tout cas, ce sont les emballages des produits qu'on achète. Donc on a quoi? On a les emballages justement des pâtes, du riz, des céréales, aussi parfois les fruits et légumes qui sont emballés. Ce qui est vraiment une aberration d'aller dans un supermarché et de voir les produits bio vendus limite à l'unité pour des fruits et des choses comme ça sous emballage plastique. La dernière fois on est allé faire des courses et effectivement c'était pas un magasin bio, mais il y avait une partie avec des produits donc sans pesticides, tout ça. Et on a voulu aller de ce côté-là et en fait tous les fruits et légumes étaient emballés à l'unité. Et du coup, on s'est demandé qu'est-ce qui est le mieux en fait. Est-ce qu'il vaut mieux acheter... C'est quoi l'idée en fait? C'est du greenwashing, c'est ça? On vend un produit bio alors qu'en fin de compte, c'est encore un gros industriel qui tient le truc. C'est toujours un peu compliqué de faire la part des choses. Bon, en tout cas, on a essayé de réduire quand même cette partie emballage où maintenant, on prend en fait des petits filets qui sont en coton bio. Qu'on a acheté d'ailleurs dans notre magasin bio, je crois que c'est vendu par 5 ou 10. On met les choses en vrac à l'intérieur. Du coup ensuite à la maison on les retransvase dans des bocaux. On utilise aussi d'autres sacs qu'on va avoir à la maison pour les fruits, les légumes. Et finalement ça c'est une habitude qu'on n'avait pas avant. Complètement, c'est des choses qu'on fait maintenant. C'est pas toujours évident, on peut pas le faire avec tous les produits et encore une fois, tous les magasins ne le font pas. La vente en vrac, tout ça, c'est pas encore quelque chose qui est très très accessible partout. Surtout que nous on est quand même en petite campagne et du coup il faut faire un peu de kilomètres pour avoir ces produits-là. Mais au final, je pense que si cette habitude, on vient à la voir et qu'on l'enseigne à nos enfants ou qu'on commence à en parler vraiment, c'est une habitude qui est facile à prendre et qui n'est pas extrêmement dérangeante. Mais c'est une habitude aussi, à l'époque, quand on était à Paris, c'était déjà, le vrac existait déjà depuis quelques nombres d'années, mais c'était vraiment ce stéréotype de bobo parisien qui allait acheter au vrac, etc. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut juste se dire, non pas qu'on n'a plus le choix, mais il faut vraiment essayer de changer certaines petites habitudes qui peuvent être en plus un peu drôles, enfin je veux dire, d'ensuite rentrer chez soi, les mettre dans des petits bocaux, c'est quand même assez joli à regarder, on se rend compte beaucoup plus facilement quand il nous manque quelque chose qu'on doit aller racheter, et aussi on peut acheter en plus grosse quantité, donc du coup on n'est pas obligé d'aller acheter en vrac toutes les semaines, on a des gros bocaux où on peut mettre des pâtes, etc. en grosse quantité. Et du coup, ça peut être quand même relativement rapide. On y va une fois, on achète tout. Et au-delà du fait que ça soit écologique, c'est aussi économique. Parce que la vente en vrac, le fait qu'il n'y ait pas de packaging, qu'il n'y ait pas tout ça, en fait, on ne paye pas un industriel pour qu'il l'ait mis dans un sac conditionné. Déjà, on ne paye pas l'emballage et le marketing, effectivement. Exactement, du coup, il n'y a rien, tout est neutre. Et du coup, on finit par économiser de l'argent sur quelque chose qui ne prend pas réellement de temps.
Donc, comme on dit, le plus important, c'est le produit final qu'on achète et c'est pas l'emballage qu'on est censé payer. Donc il y a aussi une fausse idée de la qualité du vrac, que le vrac, vu qu'il n'y a pas de marque, on pense que c'est pas une bonne qualité, alors que non, ça c'est encore des fausses croyances qu'on nous met depuis qu'on est tout petit. La marque, on va la payer, on va payer tel nom et le beau packaging qu'ils ont galéré à faire pour nous donner envie d'acheter. En vrac, la qualité de tout ce qu'on achète, c'est très très bon et c'est juste qu'on paye pas de marque en fait. Exactement, on ne paye pas de marque, la plupart du temps ça respecte des circuits courts, on est sur des agricultures raisonnées, on n'est pas... Enfin voilà, en fait il y a plein d'indices qui font que c'est pas une mauvaise chose et encore une fois on en revenait un peu à cette boboification de ce qui est bien de faire ou pas bien de faire. Je pense qu'aujourd'hui, comme chaque étape d'avancement dans la société, c'est une prise de conscience. On est tous les deux nés dans les années 80, on a fait des bêtises quand on était plus jeune parce que nos parents n'étaient pas forcément instruits, éduqués ou juste au courant aussi, informés de tout ce qui se passait derrière ces paquets d'emballage ou ces ces choses industrielles qu'on nous faisait manger quand on était gosse. Au final, c'est vrai que nous aujourd'hui, au-delà du fait qu'on en a pris conscience, on se rend compte que c'est un peu dégueu quand même, et que ces habitudes-là à changer, c'est pas vraiment une mauvaise chose. Et pour les générations à venir, évidemment, ça sera induit dans leur façon d'être. Maintenant, faut pas critiquer je pense une façon de faire. On n'est pas parfait. Il y a plein de choses qu'on achète qui sont encore sous emballage. On a du mal à éliminer certains produits de notre consommation. On y vient quand même petit à petit. C'est juste que on peut pas être parfait dans toutes les démarches qu'on fait, bien sûr. Le but, c'est pas d'être complètement découragé dès le début, c'est de faire des petits changements petit à petit. Et très souvent, d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu, c'est que dès qu'on met un changement en place pendant un bon mois, et finalement, le deuxième changement va être beaucoup plus simple à faire. La plupart du temps, c'est le premier pas qui est un peu compliqué, mais ensuite, maintenant, on s'amuse, entre guillemets, à voir dans notre cuisine qu'est-ce qu'on peut changer, du coup, et petit à petit, voilà, de faire ces changements. Donc, il y a les emballages, aussi bien papier que plastique, et les bouteilles d'eau aussi, ça c'est quelque chose qu'on achète qu'on a mis en place depuis quelques années maintenant, parce qu'il y a quand même ce gros souci de plastique, de surconsommation de plastique qu'il y a eu peut-être il y a quelques années, mais maintenant aujourd'hui il y a un problème avec le fait que quand on prend les chiffres, en effet 48% de la population recycle en règle générale les cartons. Alors, c'est moins de la moitié, ce que je trouve encore difficile à comprendre. Mais au-delà du fait que même si on recycle nos bouteilles d'eau, faut pas oublier l'impact énergétique que ça a. L'empreinte carbone d'une bouteille d'eau, elle est énorme. En tout cas, les bouteilles en plastique, ça reste une habitude qui était ancrée depuis des années, depuis nos parents. Enfin, je sais que nos parents ont respectivement quand même du mal à lâcher les bouteilles d'eau en plastique. Du coup, c'est compréhensible, c'est des changements qui peuvent être compliqués pour certains à mettre en place, mais aujourd'hui il y a quand même beaucoup d'alternatives. On peut déjà, nous quand on se déplace, il y a les fameuses gourdes ou thermos en inox qu'on peut très bien customiser comme Cyril d'ailleurs. On a également les petites perles en céramique que nous on utilise, qu'on peut mettre directement dans des carafes. Vous avez les charbons, le charbon végétal, qu'on peut mettre également. Il y a quand même pas mal de choses, à voir ce qui nous correspond mieux à nous qu'à d'autres, etc. Mais on a quand même la chance d'avoir une eau potable, on peut l'utiliser et encore une fois, essayer de réduire ces fameuses bouteilles en plastique, aussi bien de l'eau, mais aussi toutes les bouteilles. Mais ça, on en reviendra, les flacons... sur comment on essaye de réduire nos déchets de la salle de bain également, ou des produits ménagers. On fera d'autres vidéos par rapport à ça. Mais bon, ça c'est pour les bouteilles, pour ces déchets-là. Donc on a les déchets d'emballage, les bouteilles. Après, heureusement, on s'est rendu compte aussi qu'en Union européenne, ils ont voté d'ailleurs tout ce qui était à usage unique.
qui va être complètement retiré de la vente d'ici 2021. Il y a 6 interdit produits. de fabrication. Ouais. Et interdit de fabrication. Il y a 8 produits ou 6 qui sont passés comme ça, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Et dans les déchets, il y a aussi évidemment les restes alimentaires, les déchets organiques, toutes ces petites choses en fait qui font énormément de masse en fin de compte, ne serait-ce que vous prenez le package sur une semaine, c'est énorme en termes de poubelle. Alors pour le coup, nous c'est vrai qu'on pèse tout. On fait attention, je sais combien il faut de riz ou de pâtes par personne, le nombre de légumes, combien ça doit représenter pour une assiette. Mais c'est pas galère, c'est pas on pèse en mode prise de tête, c'est qu'on a une balance et je m'en sers, automatiquement on pèse, voilà, on sait plus ou moins. En fin de compte, on sait plus ou moins ce que chaque personne mange. Et à partir de là, on sait pour combien on cuisine avec tant de quantité. Mais parfois, quand c'est à l'œil, le fait de prendre à la louche comme ça, à la main, c'est comme ça où on a tendance à en faire trop. Et ensuite, bon, bien sûr, tout le monde, enfin la plupart du temps, on mange les restes le lendemain, etc. Mais il y a encore beaucoup de personnes qui le font pas, et parce que il reste toute une casserole entière de pâtes ou de machin. Et c'est vrai que le fait de peser, ça peut être une bonne idée, en tout cas pour... Suivre une recette de cuisine qu'il y a dans un bouquin, la plupart du temps, elles sont correctes au niveau des proportions. On a toujours l'impression qu'ils en mettent pas assez. Mais au final, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal fait, ça a été écrit, donc c'est plutôt bien. Et pour les recettes aussi, maintenant sur Internet, il y a de plus en plus, sur Instagram, YouTube, il y a de plus en plus de recettes aussi, j'y pense, anti-gaspi. Ouais. Donc comment réutiliser ses épluchures, les fans, enfin plein de choses. Et ça peut être sympa, ça peut être drôle aussi de faire des petites chips de pelure de légumes au lieu de les jeter. Et en fait, ils ont calculé qu'en faisant... en faisant de l'anti-gaspi, on va dire, et aussi en créant un compost, par exemple, ce qui peut être très intéressant. Pour ceux qui en ont la chance, bien sûr, nous on vit à la campagne, donc c'est vrai qu'on a un compost qui il y a le compost, mais il y a le lombricompost aussi. Il y a le lombricompost, maintenant ils font des choses assez design pour les cuisines, qui prennent pas trop de place. Oui, et puis c'est pas dégoûtant, enfin, il y a des vers, etc., qui vont venir manger les détritus, mais le verre sort pas de non, son bien petit sûr, truc. c'est plutôt bien fait, on balance ses ordures dedans, et au final, on voit rien, ça sent pas, c'est naturel, c'est pas... Voilà. Et en fait, tous ces petits gestes permettent pour chaque Français de réduire de près de 130 kilos par an les ordures uniquement organiques, les déchets organiques, donc c'est quand même... Ce qui représente plus d'un tiers de nos déchets, quoi. Donc, et c'est surtout que les déchets organiques, c'est très compliqué pour... ça demande encore une fois beaucoup d'énergie pour les brûler ou pour... c'est quand même très lourd et ça coûte cher, donc autant essayer de les réduire comme on peut. Le but, c'est de faire les choses vraiment petit à petit, de se mettre à défi, d'arrêter de faire ça, ne serait-ce que pendant un mois, et cette habitude va rentrer tout naturellement. Un défi peut-être même le plus simple au début, comme ça paraît pas trop... d'arrêter d'acheter une chose, par exemple, ou de vraiment faire attention à son recyclage. C'est pas de dépenser des sommes monstres et de changer toute sa cuisine d'un coup, en se disant, bon bah voilà, maintenant c'est comme ça, sinon c'est trop contraignant, et on revient sur des habitudes qui, en fin de compte, ne sont pas bonnes. Faites les choses petit à petit. En plus de ça, il existe des petites entreprises qui permettent d'aider les gens à faire ça, d'y aller petit à petit, faire pas à pas. Oui, il y a des kits, par exemple, un peu do it yourself aussi, comment créer sa lessive, ou c'est les petites pastilles WC. Bon, on en fera peut-être des vidéos aussi plus tard. Je pense au petit colibri, donc Vanessa qui nous a envoyé une petite box qui est recyclable et qui n'est pas imprimée. Du coup, on peut la réutiliser. Donc, c'est une box zéro déchet. Celle-ci, c'est par exemple spéciale cuisine. On a à l'intérieur des essuie-tout lavables qu'on peut réutiliser. Et du coup, pour éviter tout ce qui est essuie-tout jetable, tout simplement. On a également une brosse vaisselle en bois. Et qui va de pair, on va dire, avec un tawashi japonais qui est une éponge lavable. Donc dans les deux cas, ça peut permettre de ne plus acheter d'éponges jetables. Et il y a également un recouvre-bol en coton lavable qu'on voit souvent. Il y a aussi les Bizwrap. Il y a aussi plein de sites qui montrent comment faire tout ça. Soi-même, on n'est pas obligé d'acheter une box pour ça. Bon, là, il y a un tote bag également. Bon là, depuis qu'on n'a plus le droit au sac plastique, on en a
tous un petit peu chez nous. C'est le genre de petit contenu qui peut être assez simple d'utilisation et encore une fois ça permet de ne pas se décourager, qui va permettre de faire un petit pas, un premier pas dans le zéro déchet ou dans le fait de réduire comme on peut ses déchets sans aller jusqu'au zéro déchet forcément. On sait que tout le monde n'a pas le temps de faire ces petites choses tous les jours. Le but, c'est d'essayer de l'amener petit à petit dans son quotidien et d'en prendre un peu l'habitude. Encore une fois, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Non, parce que finalement, on se rend compte que même d'un point de vue de zéro déchet, par exemple, on a vu les éponges Tawashi japonaises. On en achète une, elles sont lavables à vie. Du coup, ça permet de ne plus en acheter du tout. Donc, il y a plein de choses qu'on peut remplacer une fois et qui va durer, alors c'est pas toujours à vie, mais parfois ça va durer plusieurs mois et finalement ça devient plus économique. Du coup, on voulait terminer cette vidéo avec la légende du petit colibri. On l'a eu dans la box des petits colibris. C'est une légende que j'aime beaucoup, donc voilà. Donc un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou ? Ce n'est pas avec quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» Et le colibri lui répond « Je le sais, mais je fais ma part. » Voilà pour cette petite légende amérindienne. Donc on va terminer là-dessus. Merci de nous avoir écoutés. Maintenant, c'est à vous d'essayer. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À très vite.